En prenant un instant pour observer la source de nos désirs, nous nous questionnons sur les circonstances dans lesquelles ces désirs apparaissent dans notre champ de conscience. Nous nous remémorons la dernière fois où un désir a surgi, se demandant s'il est né lors d'un moment de félicité où nous étions en paix avec nous-mêmes, ou s'il est apparu lorsque nous souhaitions autre chose que ce que nous expérimentions à cet instant. Nous réalisons que le désir émerge d'un état de lutte intérieure qui cherche à éradiquer un sentiment déplaisant. En effet, la lutte intérieure ne vise pas une situation particulière, mais plutôt l'émotion sous-jacente à cette situation, étiquetée négativement par le conditionnement collectif. Ce sentiment déplaisant est rapidement étouffé par l'apparition d'un désir, mais ce désir n'a pas le pouvoir de dissiper durablement ce sentiment désagréable. Au contraire, il l'alimente davantage car le désir repose sur un état de lutte intérieure. Le désir et la lutte sont deux aspects d'une même réalité, et tout ce contre quoi nous luttons se renforce inévitablement. Cependant, certains pourraient objecter en affirmant avoir ressenti un désir lors d'un grand moment de félicité, plutôt que face à une situation dont ils souhaitaient se libérer. Ils se sentaient tellement heureux qu'ils souhaitaient profondément que cette joie ne les quitte jamais. Il est important de noter à quel point l'état de lutte peut être subtil et sournois, même lorsque nous sommes heureux. Cela montre qu'il y a une peur silencieuse et non accueillie qui se traduit par le désir de maintenir cet état de bien-être. Nous avons peur de voir disparaître cette situation agréable que nous vivons. Ainsi, le désir est toujours suscité par un sentiment déplaisant, en l'occurrence une peur sous-jacente. Le conditionnement a alors fortement envie de se défaire de cette peur. Lorsque nous plaçons nos souhaits de bonheur et nos désirs entre les mains du monde extérieur, il est essentiel d'observer l'énergie que nous souhaitons transmettre à cet instant. Est-ce un état de complétude et de félicité, ou un état de lutte intérieure? Il est crucial de comprendre que je ne demande pas d'éliminer tout désir. L'idée est plutôt d'observer ce qui se cache derrière chaque désir. Un désir n'est pas intrinsèquement négatif s'il est utilisé à bon escient, c'est-à-dire en le considérant comme un messager révélant le fonctionnement de mécanismes internes souvent inconscients. Les gens disent souvent que les désirs les motivent à changer et à passer à l'action, mais il est essentiel de rester vigilant, car tout désir cache toujours un manque intérieur à combler. Bien que nous pensions souvent que nos désirs devraient être assouvis pour combler ces manques et goûter à la complétude, le sentiment de manque peut également nous pousser à des actions qui ne favorisent pas nécessairement notre propre évolution, ni celle des autres. Par exemple, une personne qui a souffert d'un manque d'affection dans son enfance peut nourrir le désir de ne jamais reproduire cette souffrance lorsqu'elle aura des enfants. Cela pourrait se traduire par une énergie étouffante dans la relation avec ses enfants. La question est alors de savoir si le désir de faire mieux que ses parents est véritablement lié à une prise de conscience de ses propres besoins, ou s'il résulte d'une réaction compensatoire à d'anciennes mémoires de souffrance, visant à combattre une peur sous-jacente de revivre ses propres traumatismes à travers ses enfants. Un autre exemple est celui d'un jeune homme qui exprimait le désir de quitter sa vie actuelle pour s'installer à San Francisco. Avant de s'engager dans ce changement, je l'ai invité à parler à sa mère. Il a été surpris d'apprendre que son père, qu'il n'avait jamais connu car il était décédé avant sa naissance, avait toujours rêvé de vivre à San Francisco. Ainsi, il est important de faire la distinction entre les désirs qui nous sont propres et ceux qui appartiennent à de vieilles mémoires réactivées à travers notre existence. Ces subtilités doivent être observées lorsque nous nous entretenons avec nos désirs. Les désirs se manifestent dans de multiples situations de notre vie quotidienne et prennent différentes formes, dont une que nous connaissons bien, l'espoir. L'espoir est souvent considéré comme une force motivante, mais il nous empêche souvent de nous immerger pleinement et consciemment dans le moment présent. En remettant en question le slogan courant «L'espoir fait vivre», nous réalisons que plus l'espoir est grand, plus il témoigne d'un niveau élevé de lutte intérieure face au moment présent. En accueillant pleinement le moment présent, sans attendre un quelconque changement, nous embrassons tout ce qui se manifeste en nous, que ce soit des manifestations physiques, des jugements ou des pensées et émotions dites négatives. Vivre pleinement le moment présent est une voie dénuée d'espoir. Cependant, il est important de souligner que l'accueil ne doit pas être confondu avec la passivité. Au contraire, l'accueil établit un lien solide avec notre univers intérieur, permettant une écoute attentive de ce qui se déploie en nous. Ainsi, nous pouvons comprendre notre fonctionnement interne et déceler certains paradoxes liés à nos mécanismes inconscients, tels que le désir ou l'espoir. En nous reconnectant à nous-mêmes à travers l'accueil, nous accédons à notre sagesse innée et nous dissipons les influences provenant des conditionnements familiaux ou collectifs. Parmi tous les désirs, il y a aussi le désir de trouver notre place dans ce monde. Cependant, toute recherche en ce sens détourne notre regard de l'évidence inéluctable que nous n'avons ni besoin de trouver ni de prendre notre place,
car nous l'occupons déjà en permanence. La volonté de trouver notre place dans ce monde émane également d'un manque d'accueil envers ce qui se manifeste au sein de notre univers intérieur. Cette envie survient lorsque nous avons du mal à faire face aux diverses émanations intérieures, car nous pensons que les choses devraient être différentes. Cette pensée est nourrie par la comparaison, lorsque nous comparons notre vie à celle des autres qui semblent être plus heureux. Cependant, en l'absence de toute comparaison, il nous est possible d'accueillir pleinement cette place, cet espace que nous occupons maintenant. Plutôt que d'investir notre énergie dans la création d'une vie qui ressemble à celle des autres, utilisons notre énergie pour construire une relation harmonieuse avec notre espace intérieur. Ainsi, en observant attentivement nos désirs, en accueillant pleinement le moment présent et en faisant la distinction entre les désirs qui nous sont propres et ceux qui sont liés à d'anciennes mémoires, nous nous ouvrons à une plus grande compréhension de nous-mêmes et à une sagesse innée qui nous guide vers un véritable épanouissement. Ce développement souligne que croire que la situation actuelle devrait être différente nous pousse inévitablement à vouloir fuir notre place actuelle pour en trouver une meilleure. Cependant, toutes ces tentatives de fuite et la création d'une place imaginaire meilleure s'évanouissent rapidement lorsque nous reconnaissons et chérissons notre espace intérieur tel qu'il est à chaque instant. Il est souligné que notre espace intérieur est neutre, ni bon ni mauvais, et totalement accordé à ce que nous devons expérimenter. Lorsque nous en prenons pleinement conscience, nous n'avons plus le désir d'être compris par autrui, car nous comprenons que chaque individu appréhende le monde à travers un état de conscience qui lui est propre. Ainsi, la compréhension mutuelle véritable restera incomplète, car nous ne pouvons jamais véritablement nous mettre à la place de l'autre. La quête de vouloir incarner des qualités telles que l'amour, la sagesse ou la compassion est également remise en question. L'idée de vouloir incarner quelque chose crée de nouveaux concepts, car ces qualités sont souvent issues de vieilles mémoires projetées sur nous. Vouloir incarner quelque chose nous fait vivre dans l'idée d'un manque, qui alimente ensuite de nouveaux désirs. Il est souligné que nous n'avons pas besoin d'être quelque chose, car être est déjà suffisant et libre de toute attente ou conditionnement. Il n'y a rien à faire pour être ce que nous sommes déjà profondément. Cependant, il est également noté que vouloir être libre maintient l'illusion de l'emprisonnement. En voulant se libérer d'une chose, nous nous identifions totalement à cette chose, ce qui rend impossible de réaliser que nous avons toujours été le témoin, le simple spectateur de cette chose. Il est expliqué que nous sommes le contenant du monde manifesté, et non son contenu. Tout ce qui est observable ne peut pas être nous, et par conséquent, rien ne peut réellement nous emprisonner. Nous sommes le témoin de nos peurs, tristesse ou colère, et nous ne pouvons pas nous libérer de quelque chose, qui ne nous contient pas. Finalement, la quête de la paix est également considérée comme vaine, car notre état originel est d'une neutralité absolue. Nous sommes comparés à un grand écran blanc sur lequel se projettent les mouvements de la vie et de la dualité. Cet écran n'est jamais affecté par les images qui se projettent sur lui, et il est la source qui perçoit continuellement le monde manifesté. En somme, ce développement nous invite à observer et à chérir notre espace intérieur tel qu'il est, sans chercher à fuir ou à vouloir incarner quelque chose. Nous sommes invités à reconnaître notre rôle de témoin, à comprendre que nous sommes le contenant du monde manifesté, et à embrasser la neutralité originelle qui nous permet d'observer et de vivre pleinement les expériences de la vie.